Du coup, rebonjour à tous et à toutes. Je suis donc Cécilia Bassi de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je suis très contente de vous accueillir sur ce webinaire du coup qui va porter sur comment développer et porter une activité commerciale au sein d'un projet social et c'est le webinaire qui conclut un cycle de webinaires qui a été animé par la CRES sur les statuts commerciaux de l'ESS et l'agrément ESUS. La CRES Île-de-France est une association qui travaille pour le développement et la promotion de l'ESS à l'échelle régionale. Et ce webinaire s'inscrit plus précisément dans l'animation de la commission accompagnement qui est co-présidée par les Canaux, la Fédération des entreprises d'insertion et WeShare by Résilience. Et du coup, cette thématique qui a été suggérée par Paris Initiative Entreprise du coup, avec Baptiste, c'est une thématique qui est vraiment centrale aujourd'hui dans les réflexions des structures de l'économie sociale et solidaire et qui a été identifiée via plusieurs échanges, accompagnements, les permanences juridiques, etc. Ce webinaire, il s'inscrit bien évidemment aussi dans tout un écosystème de partenaires, notamment effectivement celui avec PIE, mais aussi le barreau de Paris et aussi l'Ordre des experts comptables, qui est donc, je les remercie d'être là pour prendre la parole et animer ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste voilà comme un petit rappel du déroulé en fait de ce webinaire. L'objectif est vraiment de réussir à vous informer, vous outiller, répondre à vos questions sur comment développer une activité commerciale au sein de votre structure. Et effectivement, on va se focaliser sur les aspects à la fois fiscaux et à la fois juridiques et on donnera aussi la parole en fin de webinaire à une structure qui a effectivement expérimenté et mis en place un montage de ce type-là pour vraiment vous donner un exemple concret de comment cela se passe dans la vie quotidienne. Du coup, on va voir un webinaire qui va se dérouler en trois temps principaux. On va revenir effectivement sur un petit temps introductif de définition pour qu'on puisse vraiment avoir tout le même niveau d'information et clarifier certaines définitions. Ensuite, on va essayer de répondre à trois grandes questions. Effectivement, comment on peut anticiper l'impact juridique et fiscal quand on lance des projets de ce type-là? Quelles sont effectivement les différentes options d'hybridation, de construction en fait et de développement de l'activité commerciale et effectivement la dernière question, quels sont les risques, quels sont les coûts effectivement et les points de vigilance qu'il faut avoir quand on décide de développer ce type de projet. Et en fin de webinaire, on donnera donc la parole à Linky, une structure qui travaille contre le gaspillage alimentaire et donc qui a effectivement développé une structure commerciale à côté d'une association. À la fin de chaque prise de parole, il y aura la possibilité effectivement de poser des questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, dans le chat. Et du coup, Baptiste va reprendre les différentes questions au fil de l'eau. Et du coup, à la fin de la prise de parole de nos intervenants, on aura vraiment un temps plus long où vous aurez l'opportunité de ouvrir directement vos micros et poser vos questions. Du coup, sans attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Juste un petit rappel, je vois encore quelques micros ouverts. Je vous invite vraiment à les couper pour vraiment que la prise de parole de nos intervenants soit le plus fluide possible. Et du coup, j'attarde pas et je laisse la parole à Fanny. Alors, bonjour à tous. Donc, les présentations ont été faites. Merci Cécilia.
Voilà, en introduction, c'est vrai que c'est un sujet assez vaste et assez technique qu'on va essayer de simplifier et de synthétiser dans notre approche donc, avec Jean-Philippe, qui est donc sur la partie un peu plus juridique et moi sur la partie un peu plus comptable et fiscale. Donc sur la première partie, donc les principes juridiques et qu'est-ce qu'une activité commerciale et lucrative. Donc on va vous rappeler les principaux concepts de l'analyse de lucrativité d'une activité au sein d'un OSBL. Donc un OSBL, c'est un organisme sans but lucratif. Donc c'est le terme qu'on reprendra, mais qui regroupe à la fois les associations, fondations, fonds de dotation. Et on parlera un peu plus tard des modèles hybrides que sont les SCOP, les SIC, l'agrément ESUS et toutes les structures commerciales qui peuvent porter une activité lucrative parallèlement à une association. Donc, l'arbre décisionnel, pour analyser la lucrativité de mon activité, elle se fait en 3 étapes qu'on va redescendre petit à petit. Sachant que cet arbre décisionnel, à la fin, nous permettra d'aboutir, de savoir si mon activité est lucrative ou pas, et de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette activité. Donc, la première étape, c'est l'analyse de la gestion des intéressés avec un corollaire qui est la relation privilégiée avec une entreprise. Donc, l'étape 1, la gestion des intéressés, qu'est-ce que c'est? C'est finalement très lié. Cécilia, je te laisse. C'est très lié à la gouvernance de votre structure et surtout à la gouvernance bénévole de cette structure. Donc, est-ce que je rémunère mes dirigeants de droit ou de fait? À savoir que c'est possible de le faire, mais qu'il y a une limite qui a été définie, qui est celle de 3/4 du SMIC pour les dirigeants au sens large. Donc, dirigeants, c'est les membres du conseil d'administration, les membres du bureau. Donc, on peut les rémunérer pour leur investissement dans le projet associatif, mais dans cette limite de 3/4 du SMIC. Si votre structure dépasse 200 000 euros de revenus annuels sur 3 ans, il y a une limite qui est plus élevée pour rémunérer les dirigeants, puisqu'on part du principe que ça devient une structure un peu plus importante en termes de taille et que donc la responsabilité du dirigeant est plus élevée. Mais ça, Jean-Philippe reviendra sur le sujet de la responsabilité du dirigeant. Le deuxième critère pour la gestion des intéressés, c'est l'absence de distribution de bénéfices. Donc, c'est vrai qu'un projet social n'est pas là pour générer des bénéfices à outrance et surtout pour les redistribuer, puisqu'on verra que c'est possible de générer des excédents, mais ils doivent rester pour le projet social, donc être réinvestis pour la cause. Donc, ça entraîne qu'il n'y a pas de distribution directe de résultats, qu'il n'y a pas d'avantages injustifiés, donc des avantages en nature, des rémunérations, des frais à outrance. Et ça, on sait que sur la gestion des frais, notes de frais, engagement de frais, il y a déjà eu pas mal de scandales sur le secteur non lucratif à ce sujet. Et pas de prime de résultat sur le chiffre d'affaires, donc pas d'intéressement à devenir, à générer du résultat et à générer du business finalement. Et le critère 3, c'est l'impossibilité de redistribuer l'actif aux membres. Donc, c'est-à-dire que les sommes qui ont été investies pour créer votre structure non lucrative ne sont pas, en cas de dissolution, à reprendre. Elles sont à donner à une autre structure non lucrative, sous réserve d'un droit de reprise. Et ça, on définira juridiquement ce que c'est par la suite. Mais c'est donc quand on fait un apport initial à sa structure, on peut définir un droit de reprise à la fin du projet pour reprendre cet apport. Donc, cette étape 1, gestion des intéressés, c'est donc la réunion de ces 3 critères. Donc, est-ce que je suis désintéressée? Non. Alors, dans ce cas-là,
mon association, elle est directement imposable. Si par contre, j'ai bien rempli ces 3 critères, je réponds oui. Et dans ce cas-là, je passe à l'étape 2 d'analyse, sachant que, si tu peux revenir en arrière, voilà. Il y a- ah, voilà, celle-là. Il y a un corollaire à cette étape 1. Il y a donc la gestion des intéressés, mais il y a aussi l'absence de relations privilégiées avec une entreprise commerciale. Donc, si mon association, mon OSBL au sens large, porte un projet non lucratif, mais que par contre, elle a des liens étroits avec une structure commerciale, ça peut remettre en cause la non-lucrativité de mon OSBL. Donc, ce lien avec la structure commerciale, c'est un lien soit de deux structures qui cohabitent côte à côte, mon association, ma structure lucrative, et j'octroie des avantages à cette structure lucrative. Ou soit j'ai un lien capitalistique, et ça on le verra après dans le cadre de la filialisation, mais dans ce cas-là, mon association a créé une structure lucrative, et la structure lucrative génère de l'avantage pour l'association, et l'association génère de l'avantage pour la structure lucrative. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a une complémentarité commerciale, et ça remet en cause aussi la non-lucrativité de l'association. Donc, c'est 2 points d'attention à avoir vraiment dans l'analyse de votre activité que vous souhaiteriez mettre en place, activité commerciale. C'est quels sont les liens que vous allez entretenir avec cette structure qui porterait l'activité commerciale par rapport à votre structure qui porte votre projet social. Et c'est vraiment à aborder juridiquement. Je dirais à ce niveau-là, effectivement, puisqu'on parle du bordage juridique, vous l'avez bien compris, comme ça ressort bien de ce slide, c'est l'activité qui détermine tout, la nature de l'activité. Donc, en particulier, si vous pensez à une association, vous allez être particulièrement vigilant dans la rédaction des statuts de cette association, parce que ces statuts ressortiront à tous les moments. Ils ressortiront lors de la constitution de l'association, si c'est une association, mais également lors de la demande d'un agrément, éventuellement lorsque l'administration fiscale viendra à votre rencontre. Donc, on est vraiment là sur une priorité qui est prendre le temps de la réflexion quant à la définition de l'activité, être le plus précis possible dans cette activité. Et les activités de ce secteur non lucratif, eh bien, on voit que ces activités sont multiples et variées. Il n'y a qu'à voir les dossiers de demande d'agrément ESUS où on cible des métiers. Donc, soyez très précis dans la rédaction des statuts de votre association sur son activité. Et l'article 261.7.1b qui est cité en tête par ma consoeur expert comptable, Bino, le précise bien. Cet article 261.7.1b, c'est un article sur la TVA, donc un article sur l'activité. L'activité est beaucoup plus importante que toute autre forme d'habillage juridique, de forme juridique. Voilà. Paraît important à ce stade déjà de le préciser. Je leur donne la parole, mais on a été sur les points d'attention juridiques, et ce point d'attention me paraît tout à fait essentiel pour éviter toute problématique ensuite. C'est vrai qu'on va voir que les statuts sont vraiment omniprésents dans tout le déroulé et la mise en place d'une activité commerciale. Et on verra que pour une association qui souhaite exercer une activité commerciale en interne, elle devra modifier son objet social
pour notifier qu'elle exerce une activité commerciale. Donc, c'est vrai que les statuts sont prépondérants dans la définition de mon activité, de mon objet, de ma non-lucrativité et de mon lien avec mes parties prenantes. Donc ça, c'est dès le départ, hein, lorsque vous vous réunissez pour créer cette association, c'est dès le départ pour éviter des modifications qui sont possibles, mais qui sont parfois délicates. Donc, si on passe à l'étape 2, donc j'ai répondu oui à la gestion des intéressés. Maintenant, je vais analyser si ma structure non lucrative entre en concurrence avec une entreprise. Donc ça, l'étape 2, elle est assez importante et elle reste quand même assez floue fiscalement, puisqu'il y a énormément de doctrines fiscales qui paraissent sur le sujet, avec des interprétations qui sont très vastes, très différentes et qui posent finalement une grosse difficulté dans cet arbre d'analyse en 3 étapes. Donc l'étape 2 est le champ concurrentiel. Donc, c'est finalement, est-ce que mon public, toujours donc, mon activité sur laquelle je mène mon analyse, est-ce que mon public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative pour obtenir le même service ou le même produit? Donc, le niveau d'analyse est assez fin et se fait en 2 étapes. Il y a l'analyse de mon activité, mais c'est une analyse, c'est pas est-ce que je fais une activité touristique, c'est est-ce que je fais une activité touristique de pêche en haute mer, est-ce que j'ai un concurrent qui fait cette même activité de pêche en haute mer sur le quai et qui serait lucratif. Donc c'est vraiment une définition de mon activité qui est très précise pour faire cette analyse de concurrence. Et le deuxième point à analyser, c'est le secteur géographique. Et c'est là qu'il y a énormément de débats sur le sujet. C'est quel est mon environnement géographique que je dois prendre en compte pour déterminer si j'ai une structure lucrative qui réalise la même activité. Donc, ce concurrent lucratif, ce n'est pas uniquement les sociétés, mais c'est aussi des associations fiscalisées. Et le rayon de recherche, en général, c'est quelques kilomètres, mais c'est à analyser en fonction justement de l'activité que vous réalisez, parce on part du principe que, par exemple, une activité culturelle, le rayon est plus étendu puisque c'est de la culture, donc on peut faire plus de chemin pour aller chercher cette culture précise, cet événement. Donc là, on est sur un rayon élargi, alors que sur des activités, par exemple, d'aide à la personne, là, on sera, de par mon public, sur un rayon plus restreint d'analyse de ma concurrence. Et là-dessus, il y a une jurisprudence fiscale assez intéressante sur le sujet. Donc, sur un club de plongée qui était placé sur les côtes bretonnes. Donc, le rayon d'analyse de concurrents lucratifs a été retenu comme étant l'ensemble des côtes bretonnes, donc plus de 2000 km de côtes. Donc forcément, quand on est sur un secteur géographique de cette ampleur, on trouve forcément un concurrent lucratif dans ce rayon. Voilà, donc ça c'est vraiment un point d'analyse important, mais très flou, ou en tout cas qui dépend énormément de la sensibilité de l'administration fiscale sur le sujet. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner pour définir si je fais concurrence ou pas à une activité lucrative. Vous voyez encore une fois que dans les documents d'agrément, de demande d'agrément ESUS, là encore, eh bien, on vous invite à préciser
et à donner les contours de votre activité. La difficulté étant que ces dossiers parfois sont, je dirais, sont des dossiers types et il ne faut pas hésiter à, euh, au-delà des quelques pages qui vous sont données, à fournir davantage d'éléments pour asseoir cet aspect qui sera donc ensuite analysé, en particulier, comme c'est expliqué là, sur le terrain concurrentiel. Voilà. Donc, se faire accompagner, comme le suggère euh, Fanny Binault, me paraît de bonne aloi et une bonne pratique. Voilà. Et donc, on va maintenant passer à l'étape 3 dans notre arbre d'analyse. Donc, est-ce que je concurrence une entreprise? Étape 2. Sinon, eh bien, mon association est exonérée d'impôts commerciaux. Donc, on considère que mon activité est non lucrative. Ce n'est pas une activité commerciale et donc elle n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Par contre, si je réponds oui, je concurrence une entreprise, là, je vais passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est la fameuse règle des 4 P que vous devez tous connaître, qui est l'analyse donc du produit, du public, du prix et de la publicité. Donc ça, c'est pareil, on va voir que le champ d'analyse est vaste et que la limite est très ténue. Et en fonction de cette analyse des 4 P, on conclura soit oui, dans ce cas-là, mon activité est commerciale, soit non, dans ce cas-là, mon activité est non commerciale et elle sera exonérée de l'ensemble des impôts commerciaux. Donc, qu'est-ce que les 4 P? Les deux premiers P, que sont le produit et le public, c'est l'appréciation de l'utilité sociale du projet. Donc, quel est mon produit? Est-ce que je satisfais un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché, sachant que l'appréciation de l'utilité sociale de l'organisme via un agrément qui serait délivré ou une délégation de service public est d'office un produit non lucratif. Le deuxième P d'utilité sociale, c'est le public. Quel est le public visé par mon produit qui n'est pas pris en compte par le marché? Donc, est-ce que j'ai un public avec des profils justifiant l'octroi d'avantages particuliers? Et donc, l'analyse du public se fait par référence au public réel de l'activité, donc les usagers de mon service. Donc ça, c'est les deux P d'utilité sociale, sachant qu'il y a un corollaire aussi à cette analyse, et on en a parlé en introduction, c'est que puis-je faire de mes excédents? Si on va à la slide suivante, un organisme non lucratif peut dégager des excédents qui sont le reflet d'une gestion saine et prudente. Mais il ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Donc, par exemple, j'engrange du résultat positif depuis plusieurs exercices. Je les place sur des comptes qui me rapportent des intérêts et je ne les réinvestis pas dans mon projet d'utilité sociale. Donc là, on perd le sens premier puisqu'on ne réalise plus l'objet statutaire qui est mon objet social, mon projet d'intérêt général, mais je deviens finalement une structure qui engrange des excédents et qui les place. Donc, je perds toute mon utilité et donc, par là même, je perds le sens premier et je deviens lucratif et commercial. Et bien sûr, mes excédents, je n'en fais pas d'utilisation abusive. Et là, on reboucle aussi avec l'étape 1, c'est que je ne rémunère pas mes dirigeants de manière trop importante avec ces excédents, puisque ça devient de la distribution de résultats cachés. Et je n'engage pas des dépenses somptuaires, donc des dépenses qui sont contraires à l'objet social de la structure. Les deux P suivants. À ce stade, je voudrais quand même apporter quelques observations. Donc, on est
on est sur des problématiques de TVA, d'impôt sur les sociétés et de CET, donc sur le caractère lucratif ou non lucratif. Donc, il y a des statuts, il y a des comptes qui vont faire parler un petit peu le fonctionnement de l'association. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important. Et je reviens sur l'arbre, qui est très révélateur et qui nous permet de bien cheminer, sur le caractère imposable ou non imposable. Vous avez donc, comme l'a très bien expliqué Fanny Binot, vous avez donc ces trois étapes. Mais il me semble qu'il y a un quatrième paramètre à considérer qui est particulièrement significatif dans le domaine qui vous intéresse, c'est que au regard de ces activités, elles sont multiples. Or, ces activités, pour certaines d'entre elles, en dehors des trois étapes qu'on a vues ici, ces activités, en dehors de ces trois étapes, sont exonérées sans considération de ces trois étapes. Je veux parler, par exemple, si vous faites de la formation professionnelle, si vous faites dans le secteur de la santé, si vous faites dans le secteur des organismes de droit public, si vous faites dans le domaine de l'enseignement, si vous faites dans le domaine de la crèche, de la halte garderie, etc., sachez bien que vous avez par ailleurs des textes spécifiques qui vous accordent, qui en TVA, par exemple, des exonérations en dehors de ces critères lucratifs, non lucratifs. Donc, vous voyez, il faut à la fois bien dérouler cet arbre qui nous donne le caractère à chaque fois imposable, non imposable, mais il faut également le coupler avec des dispositions particulières que vous retrouvez aussi dans le Code général des impôts, des dispositions particulières que vous retrouvez en général à l'article 261. Alors, dans cet article 261, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs activités qui sont visées et qui, en dehors de ces critères, peuvent asseoir une exonération de TVA. Hein. Donc, encore une fois, eh bien, ce qui est dans la balance, c'est l'activité. Voilà ce que je voulais ajouter sur ces commentaires. Hein. Donc, il y a ces trois étapes. Et puis, il y a des textes dérogatoires spécifiques. Si vous avez une association d'handicapés qui fait de la crèche, qui fait de l'accueil, eh bien, vous verrez que ces activités ont en outre bien des cadres, en particulier en matière de TVA, des cadres TVA, des réglementations TVA particulières qui peuvent avoir leur intérêt. Oui, vous faites bien de Alors, la rappeler, parole. Jean-Philippe, qu'il y a effectivement des activités qui sont exonérées spécifiquement et qu'après, vous avez aussi des exonérations spécifiques, comme le groupement de moyens, mais là, on rentre vraiment dans des sujets très, très techniques et que l'arbre d'analyse en trois étapes, c'est pour toutes ces activités qui ne seraient pas couvertes par une exonération spécifique et qui donc ne sont pas des activités d'utilité sociale par nature. Euh, mais ce qui est finalement le déroulé en trois étapes, c'est le sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est comment se diversifier vers une activité commerciale et lucrative. Mais effectivement, l'ensemble des exonérations spécifiques TVA sont reprises dans les articles 261 et suivants du CGI. Donc, pour finir l'analyse des 4P, c'est signé sur la slide d'avant. On a donc le prix et la publicité, sachant que les 4P sont décroissants. Hein. Le premier P à analyser, c'est le produit et c'est le plus important. La publicité, en fait, on ne peut pas tirer des conclusions à l'analyse uniquement parce que le critère de publicité n'est pas rempli. Donc le prix, c'est est-ce que j'ai un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire du secteur marchand ou des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, donc de mon public.
Et ce critère est rempli lorsque le prix est homologué par l'autorité publique. Donc là, je pense au médico-social, où les prix de journée sont homologués. Dans ce cas-là, vous remplissez d'office le critère de prix, mais ça rentre aussi dans ces exonérations dites spécifiques. Et la publicité, c'est est-ce que finalement je pratique une attractivité de mes publics comme le ferait une entreprise commerciale. Donc, une fois que j'ai mené cette analyse des 4 P et que j'ai répondu oui, dans ce cas-là, mon activité est imposable. Donc là, il va falloir que je tire les conclusions et c'est pour ça que c'était important en introduction de rappeler ce qu'est l'activité commerciale et lucrative, puisque maintenant, on va voir comment la gérer, comment l'analyser, comment la sectoriser, la filialiser, la porter dans une structure hybride. Donc, ça va être la suite de l'analyse. Donc, mon activité, ouais. Attendez, je veux simplement apporter une petite précision qui me paraît aussi intéressante sur cette analyse justement d'activité de caractère concurrentiel ou non concurrentiel. Je vais vous donner une référence de la documentation administrative, qui est une documentation administrative qui concerne les personnes morales de droit public, pour savoir si ces personnes morales de droit public sont ou non assujetties à la TVA. Et cette instruction, ce BOI, ce commentaire, c'est BOI TVA champ 10, 20, 10, 10. Ce BOI donne quels sont les critères de distorsion de concurrence pour une personne morale de droit public. C'est-à-dire quand est-ce qu'une personne morale de droit public, un État, une collectivité, un EPIC, un EPA, quand est-ce que donc une personne morale de droit public est considérée comme pratiquant ou non de la concurrence par rapport au privé. Et donc ça, c'est une référence sur la notion de concurrence qui est utile et en plus qui est validée par l'administration. Donc référez-vous, si vous voulez, à ce BOI qui vous donnera une approche sur quand est-ce qu'il y a présomption de concurrence, quand est-ce qu'il y a présomption de non-concurrence et quelles sont les activités des personnes morales de droit public qui sont forcément imposées à la TVA parce qu'on considère qu'elles sont identiques à celles du privé. Donc là, vous avez une approche par comparaison, je dirais. Voilà, on cherche dans ces discussions-là qui sont parfois tendues avec l'administration fiscale, on cherche des éléments d'ancrage. Et là, vous avez un élément d'ancrage intéressant parce qu'il est validé par un BOI et en plus, il concerne la comparaison entre public et privé. Et j'ai vu dans notre liste de participants aujourd'hui qu'il y avait des représentants de personnes publiques, des représentants de personnes privées, et que un peu tous les métiers, jusqu'à l'agriculture, puisque j'ai vu qu'il y avait même un projet agricole et qu'il y a des dispositions particulières pour l'agriculture, eh bien, ça mérite l'attention. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe et Fanny. Fanny, excuse-moi, avant peut-être de te redonner la parole pour compléter effectivement ta présentation, j'ai vu quelques questions dans le chat, notamment liées au 4P et au statut. Du coup, Baptiste, peut-être je te laisse comme ça, on boucle le sujet tout de suite. Ouais, il y a deux questions. Une question d'Elena qui en fait s'interroge sur le timing. En effet, parfois la concurrence arrive après qu'on ait écrit ses statuts et après aussi qu'on ait développé l'activité commerciale. Donc les assos doivent-elles être tout le temps sur le qui-vive pour vérifier les autres acteurs, actrices du secteur et revoir leur statut juridique en fonction? Alors, ça, c'est un problème effectivement d'époque et de tendance. C'est qu'il y a énormément d'activités historiquement associatives dont le secteur lucratif s'empare. Et
et je pense notamment par exemple à l'apprentissage où avant l'apprentissage était réservé à du mode non marchand et en plus une activité exonérée par nature, mais maintenant on a le droit de faire des CFA d'entreprise. Donc quid? Est-ce que l'apprentissage devient une activité lucrative? Il faut rester sur le qui-vive, oui. C'est effectivement un problème générationnel et il faut rester à l'affût et voir comment l'association peut se renouveler constamment pour rester purement avec un projet social et malgré une concurrence effectivement et des modèles hybrides qui apportent des activités d'utilité sociale aussi, mais qui permettent d'engranger des résultats et d'en profiter. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Euh, Il y avait une deuxième question de Sarah sur les 4 P. Pour Alors, ne pas... je peux faire une double réponse. Bien sûr, ouais. Je trouve que dans ce qui nous a été présenté, les étapes telles qu'elles nous ont été présentées, à mon avis, permettent de s'appuyer sur sa défense, y compris s'il y a de l'antériorité dans l'association. Donc, ces étapes restent incontournables pour, je dirais, conserver ce caractère lucratif, les 3 étapes. Et puis, d'autre part, eh bien, encore une fois, de quel type d'activité parle-t-on? On parlait par exemple des CFA. Eh bien, là encore, hein, vous avez des dispositions dérogatoires particulières, et parce que là, on est dans 3 étapes générales, mais vous avez des dispositions particulières hein, concernant en particulier bon, l'enseignement, la formation. Donc là, il faut aller voir métier par métier si on ne trouve pas un texte qui vous permet de sauvegarder l'exonération. C'est ça, oui. Sur la partie apprentissage, vous avez vraiment des exonérations spécifiques, mais on peut parler aussi des activités de type EHPAD qui avant étaient Oui. l'apanage du secteur non lucratif et où maintenant il y a énormément de structures lucratives qui proposent les mêmes services. Et là, comment est-ce que j'arrive à me différencier de mon EHPAD lucratif qui se trouve à 50 km? Et ben, c'est là tout l'esprit du non lucratif et de l'associatif, c'est que je dois réussir à me différencier ou alors, dans ce cas-là, j'accepte d'être lucratif, je change complètement de modèle, j'accepte d'être soumis aux 3 impôts commerciaux, j'accepte de changer d'esprit et de me distribuer des dividendes, mais dans ce cas-là, c'est une remise en cause complète du modèle C'est une révolution. associatif. Mm. C'est une révolution. Ouais, c'est une révolution. Ouais, ouais, Il ouais. il y avait une deuxième question sur les 4 P. Pour ne pas être fiscalisé, il faut remplir enfin, obligatoirement les 4 P ou qu'est-ce qui se passe si juste l'un d'eux n'est pas rempli? Non, c'est vraiment. Alors, si le produit et le public ne sont pas remplis, là, c'est plus embêtant. C'est vraiment par ordre décroissant, mais si par exemple la publicité n'est pas remplie ou va avec l'ensemble de l'analyse, parce que c'est pas P par P finalement, c'est une analyse globale de quel produit j'offre à quel public, à quel prix, avec quels moyens pour attirer mon public. On sait vite finalement quand on remplit pas un DP si mon activité est borderline, on va dire. Merci beaucoup. Il me semble que qu'on a traité les questions qui étaient posées. Je vois aussi le temps passer très rapidement. Je ne sais pas, Baptiste, s'il y a d'autres, peut-être on a le temps vraiment d'une dernière Ouais, il y a question. une dernière question là d'Églantine sur est-ce qu'une association qui se verrait bousculée par une structure lucrative sur une partie de son activité peut-elle être partiellement imposable? Bah, c'est ce qu'on va voir par la suite, effectivement, c'est que une activité qui entre en concurrence, même si c'est la concurrence qui me bouscule et pas moi qui vais bousculer la concurrence, cette activité, elle peut perdurer, elle peut être scindée avec
donc mon activité lucrative qui entre en concurrence et le reste du projet associatif qui reste non soumis et qui évolue comme il évoluait avant. Donc oui, ça peut perdurer, ça peut cohabiter au sein de la même structure ou dans une structure différente. Et ça, on va voir comment on l'analyse juste après. Merci Ça, c'est à beaucoup. apprécier impôt par impôt, hein, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres réponses, je suis désolée, je fais ma montre vivante. Du coup, je redonne la parole effectivement, Fanny. Donc maintenant que j'ai conclu que mon activité était commerciale, quelle est la suite de l'analyse? C'est étape 1, il y a beaucoup d'étapes hein, dans ce déroulé. Étape 1, est-ce que mon activité que j'ai définie comme commerciale, elle est prépondérante ou pas dans ma structure? Donc la prépondérance, c'est quoi? C'est que finalement mon activité commerciale est plus importante que mon activité non commerciale. Et dans ce cas-là, ça va entraîner 100% de fiscalisation de l'OSBL. Si mon activité est non prépondérante, c'est-à-dire qu'elle reste secondaire, qu'elle ne prend pas le pas par rapport à mon projet d'utilité sociale, elle peut cohabiter au sein de la structure avec ce qu'on appelle une sectorisation. Donc, je vais faire vivre mes deux activités ensemble dans ma structure OSBL, donc associative, et une partie, donc mon activité commerciale, sera soumise aux trois impôts, et l'autre partie, donc mon projet d'utilité sociale, restera non soumise, non lucrative, non commerciale. Donc, cette analyse de prépondérance, elle se fait sur plusieurs exercices pour éviter un peu les faits exceptionnels où je conclus une vente à un très gros client d'un projet à 100 000 euros. Bah, 100 000 euros, c'est plus important que mes recettes de subventions et de cotisations. Et dans ce cas-là, ça devient prépondérant, mais c'est exceptionnel. L'exercice suivant, ça ne se reproduira pas. Donc, dans ce cas-là, on ne définit pas qu'on devient 100% fiscalisable. Euh, le ratio se fait donc sur les recettes globales de l'entité par rapport aux recettes lucratives, donc les recettes commerciales. Et je peux prendre aussi dans mon analyse de prépondérance des éléments économiques non chiffrables. Si vous avez du bénévolat, de la mise à disposition, vous pouvez les mettre aussi dans la balance pour voir le poids de mon activité lucrative par rapport à l'activité non lucrative. Donc, prépondérance, 100% de fiscalisation, non prépondérance, les deux activités peuvent cohabiter. Donc, on a fait un petit arbre d'analyse. Donc, l'ensemble de mes activités sont non lucratives. Oui, dans ce cas-là, je suis exonérée complètement des trois impôts commerciaux. Non, puisque j'ai conclu à mon analyse des 4 P que j'avais des activités lucratives. Donc non. Question suivante, sont-elles prépondérantes? Oui. Dans ce cas-là, je serai imposée à l'ensemble des impôts commerciaux sur l'ensemble de mes activités. Et non, dans ce cas-là, je vais devoir analyser mes recettes lucratives en fonction d'un seuil de franchise qu'on va voir après. Et en tout cas, suivant la réponse à cette dernière question, si c'est oui, je peux chercher d'autres exonérations spécifiques comme le groupement de moyens, donc l'article 261B du CGI, dont je vous laisserai prendre connaissance de cette belle littérature. Mais donc mon activité commerciale prépondérante, la seule possibilité que j'ai, c'est de la filialiser, donc de la sortir complètement de ma structure pour garder mon aspect non lucratif sur mon reliquat d'activité objet social de l'association. Vous Si voyez, par... c'est Oui. intéressant comme démarche parce que on voit bien le caractère binaire de la chose.
On répond oui, circuler, il n'y a plus de problème. On répond non, question suivante. Et donc, c'est vraiment une approche, et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les domaines juridiques et fiscaux. Il faut être binaire. Quelque part, être binaire, c'est pas forcément une qualité, mais en l'espèce, c'est bien comme ça qu'on progresse et qu'on voit jusqu'où il faut aller. Voilà. Donc, quand on l'a vu sur les étapes, on le voit ici sur le caractère lucratif ou non lucratif. Hein, on franchit des étapes et si on s'arrête à une étape et qu'on ne va pas à l'étape suivante, eh ben, circuler, il y a moins de problèmes. Voilà. Et donc, la réponse non, mon activité lucrative n'est pas prépondérante. Dans ce cas-là, j'aurais deux possibilités. Je pourrais soit sectoriser, soit filialiser cette activité. Après avoir retraité de mon seuil, et encore une exonération spécifique qui est les recettes des 6 manifestations de bienfaisance, donc les 6 kermesses. Donc, mon activité, j'ai une activité commerciale, j'ai une activité qui peut être soumise à l'impôt. Et ben, cette activité, si elle n'est pas prépondérante, elle peut encore bénéficier d'une franchise qui s'élève à 76 679 euros en 2023. Donc, ce seuil de franchise, donc à partir du moment où vous avez déterminé que l'activité est lucrative, il faut suivre son avancement dans le temps. Donc, en janvier, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires. En février, j'en fais 30 000. En mars, j'en fais 20 000. Et bien, ça y est, j'ai franchi le seuil. Et donc là, je vais devoir m'assujettir directement aux 3 impôts. Donc, vous pouvez exercer une activité commerciale sans être soumis aux impôts en ne dépassant pas 76 679 euros de recettes par année civile. Ce seuil, il est modifié chaque année, donc à surveiller, mais on est parti de 60 000 euros et avec l'inflation, en fait, ce seuil augmente d'année en année. Donc la franchise, elle se suit différemment selon les 3 impôts, donc ce qui amène un peu plus de piquant dans cette analyse. Et c'est vraiment pour ça que je réitère le conseil de se faire accompagner parce que c'est vraiment très difficile à suivre. Mais en tout cas, on peut retenir que pour la TVA, c'est les recettes encaissées par année civile, donc à compter du 1er janvier 2023. Les conséquences du dépassement de ce seuil, bah, pareil, c'est l'assujettissement aux 3 impôts que sont l'impôt sur les sociétés, la TVA et la CET, donc la contribution économique territoriale. Et pareil, donc on a des seuils de franchissement qui sont différents et on a des premiers assujettissements qui sont différents. Donc en fait, dès que vous dépassez 76 000 euros, allez vite voir quelqu'un pour vous accompagner parce que ça peut vite devenir très difficile. Donc, on a nos activités commerciales. Elles subsistent ou pas dans la structure associative. Mais il y a un corollaire à faire, c'est mon analyse d'intérêt général. Donc, qu'est-ce que l'intérêt général? Est-ce que l'intérêt général peut cohabiter avec une activité commerciale? Comment et quels seront les impacts? La réponse, c'est que non, puisque pour être reconnu d'intérêt général, il faut remplir 3 conditions. Au-delà de l'objet social, c'est que l'activité soit non lucrative, que la gestion soit désintéressée et que je fonctionne au profit d'un cercle étendu de bénéficiaires. Donc, une activité qui devient lucrative, de par nature, vous perdez votre capacité à être d'intérêt général sur cette même activité et donc vous perdez votre capacité à émettre des reçus fiscaux, donc la réduction mécénat à vos donateurs,
sur cette activité lucrative. Donc là, le point d'attention, c'est au niveau des cotisations. Cotisations, sans contrepartie, vous émettez des reçus fiscaux. Cotisations qui donnent accès à un service commercial, ça devient une activité lucrative, ça devient une cotisation soumise à TVA et vous ne délivrez plus de reçus fiscaux. Donc, avant d'aller plus loin sur les structures qui pourront accueillir l'activité commerciale, je vais laisser la parole à Jean-Philippe sur les différentes questions et points d'attention juridiques à se poser avec ces différentes parties prenantes. Il n'y a pas forcément un drame de basculer du non lucratif vers le lucratif. Et même, ça peut faire partie de l'évolution naturelle dans laquelle va se trouver l'association qui porte son projet. Qui plus est, ça peut donner confiance. Ça peut même donner confiance aux adhérents. Ça peut donner confiance à l'équipe qui a constitué le groupement. Et ça peut, je dirais, assainir les relations avec l'État. Voire même, lorsque l'association s'est bien développée, avec les salariés. Ça donne une sécurité, une visibilité supplémentaire que ce passage de la non-lucrativité à la lucrativité. Et puis, quelque part, se retrouver dans le champ d'application de la TVA, se retrouver à payer de l'IS, se retrouver à payer de la CET, même si la CET a été énormément réformée ces derniers temps, eh bien, quelque part, c'est contribuer aussi au pacte social et c'est contribuer au financement du pacte social. Donc, ce qui est important, c'est de l'anticiper, c'est de le voir venir et c'est de le préparer pour ne pas être pris au dépourvu, que ça ne vous tombe pas dessus à l'occasion d'un contrôle fiscal ou à l'occasion d'un contrôle URSSAF ou à l'occasion d'un adhérent qui se voit contester son reçu fiscal. Donc, tout est dans l'anticipation. Hein. C'est ce qui me paraît essentiel. Et on verra bien dans la partie suivante, où là, on va se situer dans la partie suivante, dans l'hypothèse où on est dans des structures qui sont lucratives, qui se sont peut-être constituées en SASU, en SAS, en SARL, en SA, peut-être des structures qui ont évolué suite à un rachat par des salariés, eh bien, on verra comment on gère à ce moment-là ce nouveau contexte qui est celui donc où la lucrativité est révélée. Ce qui est important, c'est encore une fois de l'anticiper et non pas de la subir. Voilà ce qui me paraît important, aussi bien en interne que dans les rapports avec les tiers. Voilà sur les attentions. Et ça se traduira éventuellement par des modifications statutaires, des changements de forme, de nouvelles formes de déclaration auprès des différentes autorités, la révision des contrats en interne, contrats de travail, la révision des contrats avec des fournisseurs, la révision des contrats avec des prestataires de services, etc. Voilà. Donc, on garde un œil sur toutes ces relations et si on voit que la lucrativité est incontournable, si les exonérations
ne sont plus jouables, eh bien, on prépare la bascule. Et c'est pas un drame, et c'est même peut-être une évolution qui traduit la bonne santé du projet que vous portez. Merci beaucoup Jean-Philippe et Fanny pour cette première partie. Il me semble qu'il n'y a pas forcément de questions à ce stade, mais Baptiste, n'hésite pas à me dire. Je vois vraiment que le temps passe à toute vitesse. Du coup, je ne sais pas Baptiste s'il y a des Non, il y a pas questions. de questions dans le chat, non. Ok, bah, peut-être on va en avoir dans cette deuxième partie, on va vraiment revenir sur quelles sont du coup les options effectivement quelles sont les possibilités effectivement pour accueillir une activité commerciale au sein de votre structure. Du coup, je te redonne la parole du coup, Fanny. Alors, avant de définir la stratégie, il y a quand même quelques questionnements préalables à se poser avant de savoir si je vais conserver mon activité en interne, finaliser ou créer une structure hybride. C'est de savoir si cette activité commerciale, elle peut vivre seule. Est-ce qu'elle a ses propres moyens? Est-ce qu'elle a ses propres salariés? Est-ce qu'elle a son actif qui lui permet de se réaliser? Est-ce qu'elle peut perdurer de manière autonome? Est-ce qu'elle génère du résultat, de la trésorerie? Est-ce que dans le temps, ma trésorerie me permettra de vivre sur ce flux de mon activité commerciale en restant seule? C'est des questions à se poser avant de définir si, par exemple, quand je finalise et que mon activité finalement ne s'avère pas autonome, elle va péricliter dans le temps dans une structure qui sera une structure distincte de mon association. Et comment je vais gérer ça? Donc, est-ce que ça vaut le coup de finaliser? C'est tout un tas de questionnements préalables à se poser. Ensuite, il faut mettre ça en lien avec mon intérêt général. Est-ce que je split mon activité pour pouvoir maintenir ma reconnaissance d'intérêt général et ma capacité à émettre des reçus fiscaux? Quel est le poids des subventions publiques que je peux percevoir? Est-ce que si j'ai une activité lucrative importante que je maintiens dans ma structure, le financeur va pas se dire bah, est-ce qu'il a encore besoin de toutes ces subventions? Donc tout ça, c'est vraiment un schéma d'analyse à mener avant de définir qu'est-ce que je vais en faire de cette activité lucrative. Et donc, une fois que j'ai fait cette analyse, soit je vais sectoriser. Donc, sectoriser, ça veut dire maintenir en interne, mais avec deux comptabilités distinctes, deux comptabilités analytiques, qui vont me permettre de suivre d'un côté mon activité lucrative et d'un côté mon activité non lucrative, mais au sein de la même structure, où je vais finaliser ou hybrider mes modèles. Et donc, sur la partie sous quelle forme, je vais laisser la parole à Jean-Philippe pour nous parler du sujet, des avantages et des inconvénients des différentes structures que je peux créer. Oui, alors effectivement, vous avez le choix. Dans la boîte à outils, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de structures différentes, il y a beaucoup de régimes différents. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez piocher la bonne structure avec le bon régime qui correspond à votre projet. C'est ça, et que ça évolue, ça reste pas figé. Alors, bien entendu, on parle en particulier de la création d'une SAS ou d'une SASU. Bon, voilà, ce sont des sociétés qui ont la particularité d'être extrêmement souples. Donc là, vous allez passer d'un modèle qui sera peut-être le modèle de l'association au modèle d'une société. Donc là, il y a vraiment encore une fois une application importante dans la rédaction des statuts.
parce que vraiment la SAS, au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses assemblées, au niveau de sa gestion, au niveau de son capital social, au niveau de sa durée, cette SAS, au niveau des entrées et des sorties, si certains souhaitent quitter le bateau et d'autres rester dans le bateau, il y a, avec la SAS ou la SASU, il y a une très large palette de, de, de modalités de rédaction des clauses des statuts. Donc là, il faudra que vous soyez accompagné, bien entendu, pour cette création de SAS ou de SASU, bien que ce soit, encore une fois, des modèles qui soient souples et simples, hein, accompagnés sur les différents volets. Et puis, bon, voilà, à partir du moment où vous êtes dans une SAS ou dans une société anonyme, si c'est plus important, bah, il faudra gérer la fiscalité en particulier, hein, et c'est pas forcément un drame. Parce que c'est pas forcément un drame. On a vu qu'il y avait des franchises tout à l'heure, hein, mais vous avez, outre le fait que vous allez contribuer donc quelque part à la solidarité par le paiement de l'impôt, en particulier l'impôt sur les sociétés, mais vous avez des possibilités dans ces environnements lucratifs, donc de société à l'impôt sur les sociétés, vous avez possibilité d'avoir des taux d'imposition qui sont encore très raisonnables. On a un taux commun de 25% à l'impôt sur les sociétés, mais dans le cadre des PME, on a une première tranche qui est une tranche à 15%, avec un certain nombre de conditions qu'il faudra aborder, bien sûr, sur le montant du bénéfice jusqu'auquel ce taux de 15% s'applique. Mais vous voyez, il y a des choses progressives qui se mettent en place, ce qui veut dire que cette transformation peut concerner y compris des structures donc économiques, sociales et solidaires, aujourd'hui de petite taille, qui ont démarré depuis peu de temps, hein, et qui vont donc, certaines, avoir un, un taux d'imposition droit commun 25%, mais 15% si on est dans le cadre des PME, un certain nombre de conditions. Et puis, pourquoi pas des régimes aussi, parlons-en, parce que si on est lucratif, ça veut dire que quelque part, on fait des bénéfices. Hein. Le mot peut renvoyer à des réalités bien différentes. Bien entendu, mais derrière cette réalité de réaliser des bénéfices, bah, il y a quelque part une pérennité qui se met en place, une pérennité pour les tiers et une pérennité pour les salariés. Et cette distribution de bénéfices, là encore, elle est possible dans ce type de société. Ce que n'est pas, on l'a vu, l'activité désintéressée, hein, dont on parlait dans les étapes précédentes. Et là, vous avez une possibilité donc de distribuer des bénéfices et pourquoi pas de vous situer dans des régimes de filiales. Vous avez des associations très importantes qui réunissent en leur sein de nombreuses associations. Et pourquoi pas arriver à davantage les fédérer, davantage les rapprocher, davantage créer de la synergie dans ces associations au travers de filiales, au travers de structures intégrées qui vous est rendu possible par eh bien, ce statut de l'impôt sur les sociétés, ce statut des profits, des bénéfices. Hein. Donc, vous avez toute une palette encore. Hein. On parle de création d'une SAS ou d'une SASU. On pourrait parler aussi de la création plus simple encore d'une SARL. Et on a visé aussi, dans les transparents, on a visé la création d'une société civile. Bon, qui par société civile,
Fanny Binot nous en parle d'ailleurs dans son support, je crois que c'est la page 23 là. Là encore, une société civile qui est souple, mais vous avez des structures solidaires qui ont du foncier. Ça peut être des structures agricoles, par exemple, qui sont dans l'agriculture solidaire. Ça peut être, j'ai un client qui a, lui, les deux pieds dans le monde du handicap. Ils sont en train de construire, aidés par la commune, aidés par un certain nombre d'associations, et eh bien, cet actif immobilier va être dans une société civile, hein, pour héberger ce patrimoine immobilier, le faire évoluer, le faire progresser au fil du temps, hein. Donc, je dirais, il y a plusieurs schémas, et là c'est pareil, avant en quelque sorte de changer de braquet, eh bien, faut anticiper. Filialiser, c'est quelque part apporter de l'existant. Donc, lors de cet apport de l'existant, eh ben, il va falloir gérer les droits d'apport, il va falloir gérer éventuellement les plus-values, il va falloir gérer ensuite, dans le cadre de ces structures, les déclarations ou les liasses qui vont être produites, mais disons des perspectives qui sont intéressantes, attractives et qui permettent de se projeter. Voilà ce que je veux donner. Donc, il n'y a pas un choix, il y a pas un choix qui soit définitif, et il ne faut pas que ce choix soit imposé et contraint. Il faut que ce choix soit anticipé pour créer la structure adéquate dans, dans la suite des opérations. Voilà, si j'ai quelques observations à faire, c'est bien celle-là. Donc, on se retrouve là avec, encore une fois, des nouveaux statuts à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Moi, effectivement, je voulais te solliciter aussi pour revenir effectivement sur plutôt ce qu'on a appelé des modèles hybrides, effectivement avec les scopes, les SIC et aussi du coup des structures qui sont agréées ESUS. Ça recoupe aussi les thématiques des webinaires précédents, parce qu'effectivement la création d'une structure commerciale OSS agréée ESUS, c'est quand même une question qui commence vraiment à bien se poser aussi pour mieux comprendre quelles sont les structures commerciales de l'ESS. Mais effectivement, tu disais qu'on peut créer une association sœur en fait à celle de base, mais effectivement dans le CES on a aussi les statuts de scope et SIC. Du coup je voulais te proposer si on peut quand même donner quelques informations là-dessus, les points de vigilance que éventuellement on peut avoir là-dessus. Oui. Bon, société coopérative ouvrière de production, les SCOP, qui bénéficient d'un certain, donc en généralement créé dans le cadre d'un rachat par des salariés de leur entreprise, hein, et qui vont effectivement, dans le cadre de leur activité, bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux en particulier sur l'impôt sur les bénéfices, sachant que les scopes en général quand même s'articulent autour de PME déjà bien rodées, bien établies, hein. Donc il y a un volet effectivement là d'exonération ou d'atténuation de l'impôt sur ce type de véhicule au fil des exercices. Donc ça peut être effectivement une espèce d'entrée en douceur, on va dire, dans le monde à la fois lucratif et
tout en gardant l'âme, je dirais, d'intérêt général de, qui prévalait à l'origine. Voilà un petit peu le donné. Je pourrais vous faire passer deux, trois commentaires aux uns et aux autres si vous êtes intéressés sur ces scopes. Je vous donnerai quelques références solides sur le sujet. Voilà. Il y a une question dans le chat sur la possibilité d'appuyer les infos là, sur les modèles hybrides avec des exemples qui illustrent un petit peu, peut-être un ou deux exemples de structures de modèles ayant des modèles hybrides. Fanny ou Jean-Baptiste, n'hésitez pas aussi à donner, c'est vraiment plutôt, je pense, pour donner effectivement des exemples concrets par rapport à cette option-là. Si vous avez eu des cas d'accompagnement, ça ne va pas forcément mentionner les structures, mais juste effectivement pour illustrer ces options-là. Jean-Philippe, je ne sais pas si vous avez des exemples de votre côté. Moi, j'en ai accompagné une, mais ça fait fort longtemps, et je veux dire que je n'ai pas eu récemment encore l'occasion d'accompagner ce type de structure. Voilà, donc j'ai pas là-dessus, j'ai pas de retour particulier dans ce qui se fait aujourd'hui. Ça, voilà. Peut-être moi je peux Fanny, vous avez, me permettre de compléter. Bonjour à tous sur l'exemple des SIC notamment. On est souvent dans des modèles qui sont entre le besoin de subvention ou d'implication des acteurs départementaux ou régionaux, d'entreprises qui s'intéressent à un secteur et une volonté de garder un intérêt général. Donc, dans ce cadre-là, moi, le point de vigilance que j'aurais sur Cicescope, c'est parfois une nécessité d'avoir une gouvernance bien organisée, parce que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de monde autour de la table, donc ça fait des conseils d'administration significatifs, avec des salariés, avec des entreprises, avec des acteurs publics. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir un temps dans la gestion de la gouvernance. Voilà, l'autre point de vigilance sur ces exemples de modèles, moi j'en ai une notamment qui fait de la formation, c'est la lourdeur juridique. Parce qu'on a la nomination d'un commissaire aux comptes avec des seuils restreints, on a des statuts qui doivent être revus par l'URSSCOP tous les 5 ans, avec un audit spécifique, donc ça veut dire 2 audits. Donc on a quand même une lourdeur juridique à suivre, qui à la fois a aussi beaucoup de qualité, parce que au-delà de ces inconvénients, le gros avantage que je vois, c'est que ça permet en termes de financement de récupérer des fonds privés et des fonds publics dans une activité qui va avoir un intérêt général. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire que quand on est en modèle associatif, on est coincé souvent par la gestion intéressée. Et quand on est en modèle entreprise, on est coincé par des fonds publics qui ne peuvent pas intervenir. Donc, c'est souvent dans ce cas-là qu'on voit des modèles SCOP ou SIC. Voilà. On a effectivement, je vois dans le chat Finacop, qui est un cabinet d'expertise qui est spécialisé, Mathieu Castin, qui est un homme charmant. Et il y a quelques webinars libres pour ceux qui souhaitent réfléchir à ces questions-là, notamment la question du passage d'ASSOS en SCOP, parce que juridiquement ça se fait, mais il y a des points de vigilance. Donc voilà, peut-être pour compléter les exemples. Merci beaucoup Jean-François et bienvenue. Baptiste, je vois qu'il y a quand même, effectivement, je vois quelques questions dans le chat. Oui, j'ai répondu à toutes. Il y a Ouais. juste une question pour aller plus loin dans l'exemple. C'est même sans exemple réel avec des noms, pourriez-vous dire fictivement ce à quoi pourrait représenter l'association d'une entreprise et d'une association ensemble?
Concrètement, on va avoir une association qui va être membre d'une SIC et souvent qui va détenir les gouvernances, et on va avoir une entreprise qui va aussi être membre. Et donc, on va avoir dans le capital de la SIC des fonds qui viennent de l'entreprise et des fonds qui viennent de l'association. Et après, on va avoir une gouvernance de la SIC qui va être coordonnée qui va être une gouvernance menée. Donc, on peut avoir, si on reste dans l'exemple non, ça peut être une SCOP ou une SIC, mais l'intérêt de la SIC, c'est que ça dépend de la nature de l'activité, en fait. Si on prend une SCOP ou une SIC, mais ça veut dire qu'on va avoir une activité commerciale qui va être gérée dans un fonctionnement privé, mais avec une gouvernance qui restera associative. Je ne sais pas si ça répond à la question, Baptiste. C'est plus globalement sur les formes juridiques, j'ai l'impression, parce que oui, on a parlé en introduction d'une ESA, d'une ESAS. Enfin, l'activité, elle peut être portée par pas uniquement des modèles hybrides, elle peut être portée par des structures purement commerciales. Et l'enjeu principal, c'est quand même l'enjeu de comment vous voulez structurer votre gouvernance pour porter le projet qui est finalisé. Oui, effectivement, la question portait effectivement plus largement si c'est obligatoire, entre guillemets, d'avoir qu'une SIC, une SCOP, ou effectivement si on peut mettre un parallèle d'autres statuts. Du coup, j'ai l'impression. Oui, Marine, peut-être c'est plus facile si Oui, tu prends la parole. oui. En fait, c'était juste illustré parce qu'on reste, des concepts pour moi en tout cas. Et du coup, très concrètement, si j'accompagne quelqu'un qui veut faire une association et une société commerciale, donc on avait parlé de SA, SARL, SASU là juste avant. Ça ressemble à quoi en fait concrètement? À quoi ça peut ressembler? J'entends bien qu'on puisse associer les deux, mais voilà, peut-être donnez-nous quelque chose de plus concret pour aider à descendre dans la compréhension opérationnelle euh, de ce à quoi ça peut ressembler dans le quotidien peut-être. Ben, le plus classique, c'est l'association qui apporte son activité lucrative dans une filiale SASU. Donc, il y a un apport partiel d'actifs, juridiquement parlant, où on apporte notre activité, notre branche d'activité autonome dans une SASU dont l'association reste membre de la gouvernance, voire seule à la gouvernance si elle est seule apporteuse du projet. Il peut y avoir aussi des modèles de coopération entre associations où plusieurs associations apportent à une structure lucrative différentes activités commerciales qui fonctionneraient ensemble et où chacune des associations serait membre de la gouvernance de la SAS, par exemple. C'est-à-dire que les associations rentrent au capital de la société et se retrouvent associées ou actionnaires et aussi membres de la gouvernance de la société et donc se retrouvent en quelque sorte au-dessus de la SA ou de la SARL, de la SAS qu'elles ont créée par rapport. Voilà. Donc, en quelque sorte, euh, voilà, c'est un peu une société, elles deviennent un peu la mère de la société SA ou SAL qu'elles ont créée. Voilà. Donc, Il y a une question de Claire pour compléter encore un cran sur l'implication opérationnelle. Où mettre les dirigeants rémunérés dans ce cas sur un projet qui a des activités hybrides? Je pense que c'est des sujets qu'on va aborder après, mais ça fait partie des risques à anticiper, ouais, en effet. ouais. Alors ça, C'est une bonne question. ça, c'est un point qui est délicat. Ça, Mm. c'est un point qui est délicat parce que, et ça serait encore plus délicat dans l'environnement qui est le nôtre ou au sommet de la pyramide en quelque sorte, même si c'est une pyramide à 2 étages simplement, hein, mais si au sommet de la pile, vous avez une association et que vous tombez sur un problème de ce que l'administration appelle
un acte anormal de gestion parce qu'il y a une rémunération d'un dirigeant et qu'elle considère que ce dirigeant, finalement, il ne fait que son boulot de dirigeant et que par ailleurs, compte tenu de son attachement à l'association, il n'a pas à être rémunéré plus que certains montants, ça peut soulever de vrais problèmes d'actes anormal de gestion. Et il faudra regarder de très près qu'est-ce qu'on souhaite confier comme mission à ce dirigeant et s'assurer que cette mission ne fait pas double emploi. S'il est dirigeant, il s'est engagé à effectuer un certain nombre de diligences et il ne faut pas que cette rémunération vienne en quelque sorte doubler ces diligences. Voilà. Donc là, oui, la prudence est de rigueur. Gardez bien cette idée d'acte anormal de gestion qui me paraît d'autant plus sensible quand on a, je dirais, en haut de la pile, une association. Voilà, surtout ne pas tomber là-dedans. Et puis, souvenez-vous de l'étape 1 de notre analyse en 3 étapes. C'est est-ce que ma gestion est désintéressée? Est-ce que j'entretiens une relation privilégiée avec une entreprise? Donc, il faut surtout se poser la question de ce point de vue, puisque si ce n'est pas le cas, vous soumettez votre association aux 3 impôts, même si vous avez filialisé votre activité lucrative. Merci beaucoup. Je vois que le sujet soulève pas mal de questions et je vois vraiment que le temps est en train de passer à toute vitesse. Et juste pour compléter à la question de Marine, justement, dans quelques minutes, on va donner la parole du coup à Linky, qui est justement une structure qui a déployé un exemple d'hybridation et de mise en parallèle de structures. Je propose peut-être, Fanny, qu'on revient peut-être rapidement sur les avantages et les inconvénients pour que justement on puisse peut-être garder le temps avec les participants et revenir effectivement sur des exemples concrets que je comprends sans demander. Voilà. Super. Hop. Et ben, comme Jean-François nous a rejoint, peut-être qu'il veut faire la 3e partie. Avec plaisir. Alors, sur la question de la sectorisation et juste avant, je reviens sur la question de la création pour appuyer ce qui a été dit juste avant en une question. Faire une association et faire une entreprise, c'est 2 choses différentes. Et donc, quand on est sur la phase de création, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut avoir un but d'intérêt général uniquement? Et donc, la rémunération et le retour monétaire n'est pas un but. Quand on veut faire une entreprise, le retour monétaire est un but. Et donc, il y a quand même une vraie question pour le créateur à se poser avant de choisir. Derrière le mot hybride, faut faire attention. Si on a un intérêt, on ne peut pas aller vers le modèle associatif. Ou en tout cas, pas dans un premier temps. Voilà. Sur la question de la sectorisation, l'avantage donc qu'il existe à sectoriser dans une filiale, c'est une question de TVA. C'est qu'on ouvre droit à la déduction de la TVA. On a des questions d'exonération de taxes sur les salaires pour les rémunérations imputées au secteur TVA. Et on a une vision économique d'ensemble de la structure qui inclut ces secteurs lucratifs et non lucratifs. Donc, sectoriser, pour rappel, c'est mettre tout au même endroit, mais créer des secteurs dans l'association. Donc, on ne crée pas une filiale, on garde tout, mais on a une partie qui a une fiscalité et une partie qui n'en a pas. Donc, l'avantage, c'est cette vision économique d'ensemble qui reste, une seule unité, et puis on réduit les risques relatifs à la gouvernance, puisqu'on ne crée pas une nouvelle gouvernance. Et enfin, ça ne coûte pas cher, puisque quand on sectorise, c'est une ouverture fiscale, mais pas d'ouverture juridique. Donc, on ne crée pas de société. L'inconvénient, c'est que ça nécessite quand même un suivi analytique comptable.
Parce que je dois être capable de dire, sur mon activité, par exemple de restauration, où j'ai déterminé que j'avais une activité lucrative, il faut que j'ai une compta analytique qui me permette d'avoir un résultat sur cette activité-là, que je découpe mes salariés entre ceux qui font l'activité lucrative et ceux qui ne le font pas, et que je puisse faire un suivi analytique et que je sois en capacité de sortir un compte de résultat. Donc c'est une gestion dans le temps un petit peu plus lourde, parce que si on reste sur l'activité de restauration qui est ouverte à tout public et qui du coup doit payer des impôts comme une activité commerciale, du coup je me retrouve dans un cas où il faut que je suive les clés de répartition des charges générales. Si j'ai une zone de restauration, il faut que je suive les mètres carrés pour imputer les charges de l'immeuble sur cette activité-là. L'autre lourdeur, c'est qu'il faut fournir un fichier des écritures comptables. Donc, c'est un fichier spécifique qui doit être lié à l'alias fiscal qu'on déclare. Et puis demain, il y aura l'assujettissement à la facturation électronique. En fait, on rentre dans 100% des obligations fiscales d'une entreprise et ça nécessite d'y faire attention pour que votre système d'information et votre système comptable soient en capacité de fournir ces éléments-là. Enfin, il faut quand même prévoir une modification statutaire pour inclure la possibilité d'exercer des activités commerciales. Pour la filialisation, l'avantage, c'est qu'en filialisant, donc en apportant, comme l'a expliqué Fanny, les éléments, il n'y a pas de fiscalité. C'est-à-dire qu'on a un régime de faveur qui fait qu'on n'a pas à payer au moment où on apporte à la société qu'on a créée. Le taux d'imposition est favorable en cas de gestion patrimoniale. Donc ça, c'est là, on parle du montant d'impôt société à payer. La simplification comptable est totale parce qu'en fait, on a deux structures, une société, une asso, donc c'est quand même plus facile à gérer. Et puis, on peut rémunérer le dirigeant plus librement. Alors attention, comme ça a été dit avant, à la gestion des intéressés, mais on n'a pas de limitation comme on a dans le système associatif. Enfin, on a le partage des bénéfices qui est possible et on peut travailler sur le mécénat de la filiale vers sa mère, qui est aussi possible. Donc, la société commerciale peut donner à l'association avec un point de vigilance sur ce montage, mais c'est possible. Dans les points négatifs, il faut faire un commissaire aux apports, il faut avoir un appui juridique, il y a une comptabilité de plus. On a des refacturations entre les sociétés parce que, comme on l'a vu, c'est pas toujours facile de répartir les salariés. Donc, parfois, on a des salariés de l'un qu'il faut refacturer de l'autre côté. On a une capacité de soutien financier à sa filiale en cas de difficulté économique. C'est-à-dire qu'on va avoir deux résultats différents. Un qui est celui de l'association, l'autre qui est celui de la société. Et la question, c'est est-ce que l'association peut être obligée de soutenir sa filiale commerciale à un moment donné. Donc, il y a quand même une séparation des résultats qui n'a pas que des bienfaits au-delà de la sécurité fiscale qu'il crée. Et puis, on peut, parce que ça, on l'a vu et vécu, avoir des changements de gouvernance, puisque les activités se développent et puis à un moment donné, votre filiale, elle peut perdre sa gouvernance. Donc, c'est un point de vigilance à avoir en tête. Voilà, et enfin, les conventions réglementées qui entraînent une certaine lourdeur, c'est toutes les relations entre l'association et la filiale qui doivent être présentées en assemblée générale. Donc, oui. Oui, sur l'hybridation, ça dépend déjà du projet et du modèle. Donc, c'est dur de lister des avantages et des inconvénients. Mais si jamais mes confrères ont des idées. En synthèse, moi je dirais que l'hybridation, c'est un mot qui paraît assez complexe pour quelque chose qui au final est plutôt simple. L'avantage quand même, c'est qu'on trouve des ressources nouvelles et qu'on sécurise la fiscalité
là où la non-hybridation, c'est-à-dire ne pas aller dans le secteur commercial et la fiscalité qui va avec, entraîne un risque à un moment donné si on se rapproche trop d'une activité qui peut être exercée par une société, on peut avoir un risque fiscal. Des requalifications qui sont, oui, qui peuvent être coûteuses surtout sur le terrain de l'impôt sur les sociétés, parce qu'en matière de TVA, l'analyse sera la même, quelle que soit la coquille, encore une fois, hein. On gardera l'activité, mais c'est surtout en termes d'impôt sur les sociétés et en termes de facturation, la facturation étant un des éléments de l'impôt sur les sociétés. Donc, dans la gestion aussi bien des charges que des produits, des recettes, on aura effectivement là une situation plus exposée et forcément un contrôle de gestion, un contrôle interne plus resserré pour sécuriser le tout. C'est vrai que le mot hybride sonne un peu bizarre parce que dans le terrain fiscal, quand on parle de schéma hybride, on parle en général de schémas qui sont assez borderline. Donc c'est vrai que ce mot hybride, il a une résonance déjà un petit peu, je dirais, limite. Mais on a bien compris qu'il s'agissait d'accompagner l'entrée dans le monde lucratif, quoi, de faciliter l'entrée dans le monde lucratif. Hein. Mais en tout cas, oui, la fiscalité d'une structure commerciale offre des opportunités aussi bien en termes de distribution de bénéfices qu'en termes de gestion des charges que vous n'avez pas, donc de développement, donc de réinvestissement que n'offre pas, je dirais, le schéma classique d'association. Hein. Et voilà, quand vous êtes une grosse association, quand vous prenez de l'ampleur, ça peut être effectivement une source un tremplin. Voilà. Voilà et non pas une contrainte. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, peut-être pour compléter aussi les questions qui ont été posées avant sur comment ça passe au quotidien, effectivement, quand on expérimente soit de la filialisation, de la sectorisation, de l'hybridation. J'en profite du coup pour donner la parole à du coup Julie de Linky, du coup qui effectivement expérimente des formes différentes justement pour continuer le développement de votre structure. Et du coup voilà, l'idée c'est que Julie puisse nous partager qu'est-ce qu'ils ont fait à Linky, mais aussi bien entendu de répondre à vos questions, revenir voilà sur les bonnes pratiques ou les points de vigilance ou les difficultés qui ont pu s'avérer dans l'expérience que vous avez eue. Du coup, je te laisse la parole, Julie. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Je me présente, je suis Julie Veuillot, je suis la directrice administrative et financière de Linky. Donc, pour vous présenter Linky, on est une solution solidaire au gaspillage alimentaire. Donc, on va récupérer des invendus alimentaires auprès de professionnels de l'alimentation, que ce soit des restaurants, des supermarchés, des grossistes, de l'événementiel. On va les redistribuer en fait à des personnes en situation de précarité en passant par des associations. Donc, on va redonner du coup ces denrées à des associations. L'historique un petit peu du Linky. Donc, Linky, on a deux entités juridiques. On a une société qui est une SAS et on a donc une association classique, soit 1901. Historiquement, l'activité est partie de la société. Puisqu'il y avait, on avait parlé un petit peu avant, une volonté de la part des dirigeants, pas de s'enrichir, puisqu'on a un statut ESUS, mais en tout cas de pouvoir vivre de l'activité et tirer un revenu de cette activité. Et qu'on a une activité qui est lucrative, puisqu'on a un système de facturation et donc de chiffre d'affaires, d'où le statut de société qui était le
le plus adéquat en fonction de la volonté des dirigeants, mais aussi du type d'activité qu'on va avoir, puisqu'on va facturer tout simplement une prestation logistique. En parallèle avait été créée une association plutôt toute petite à l'époque pour gérer un petit peu le quotidien de citoyens qui aussi, on a une application qui permet à des citoyens de faire aussi des récupérations d'invendus alimentaires. Donc ça permettait d'animer un petit peu tout simplement cette communauté de citoyens. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, on a vu qu'il y avait une grande précarité étudiante. Donc, on a commencé à faire des distributions alimentaires étudiantes et qui a pris en fait une ampleur très, très importante aujourd'hui, puisqu'on a ouvert justement des distributions un peu partout en France. Donc, c'est devenu une activité très importante avec des budgets aussi très importants. Et cette partie, en fait, est portée par l'association, puisqu'on est sur une activité de distribution de colis alimentaires pour des étudiants. Donc, ce qui était au départ une petite association sans salariés pour gérer un petit peu et animer une communauté de citoyens est devenue en fait une association avec des salariés, une grosse activité, des budgets assez importants, un commissaire aux comptes. Et donc, on a dû structurer aussi cette activité, donc assez récemment, puisque ça s'est développé vraiment fin 2020, début 2021. Donc, en même temps, on a donc une société, une association, mais qui sont assez indépendantes juridiquement. On n'est pas sur une filiale avec une structure mère et une filiale. On est vraiment sur deux entités différentes, mais avec des dirigeants qui peuvent être communs aux deux structures. Donc, des dirigeants de la société qui sont en fait aussi les dirigeants de l'association. Pas tous, mais en partie. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi pas mal de points de vigilance et des fois des inconvénients en fait, à avoir ces deux structures. Les avantages, c'est qu'on a bien différencié les activités lucratives, du coup, qui sont fiscalisées, aux activités non lucratives de l'association. On ne veut pas qu'il y ait une fiscalité, du coup, sur cette partie de notre activité. Il y a aussi, du coup, l'avantage, c'est de pouvoir aller aussi demander des financements publics et privés sur l'activité associative de distribution de colis alimentaires, qui est du coup beaucoup plus facile quand on a un statut association qu'un statut entreprise, même si, je ne sais pas si, comme je suis arrivée un peu plus tard, on avait parlé, le statut ESUS permet en fait également de demander des fonds, donc des fonds publics. Pour nous, c'est auprès de l'État ou auprès des régions pour notre activité de récupération donc, alimentaire et donc d'anti-gaspi. Donc ça, c'est un petit peu les avantages. Autre avantage, c'est qu'on peut avoir aussi des moyens mis en commun entre les deux structures, que ce soit au niveau des équipes, au niveau des locaux ou au niveau des, je sais pas, des véhicules, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu les avantages. Là où on a les points de vigilance, c'est au début l'organisation entre côté de structure. Quelle activité gère quoi? Quelle structure fait quoi? Quelle dépense est portée par quelle structure? Donc, puisque des fois, on peut dire, oui, mais ça relève de l'association, oui, mais ça relève de l'entreprise. Donc, c'était vraiment préciser un petit peu l'organisation en fait de ces dépenses-là pour les faire porter en fait à la structure qui est la plus adéquate, en tout cas la plus pertinente. C'est la mise en place également de conventions réglementées, donc notamment sur la mise à disposition de certains salariés, qui est encadrée par notre commissaire aux comptes, pour en fait refacturer le temps de travail, par exemple, des salariés de la société qui vont travailler sur l'association, de la mise à disposition des véhicules de la société vers l'association. Donc, ça demande aussi un travail un peu administratif, un travail de contrôle de gestion qui est beaucoup plus important, puisque derrière, il faut faire attention à un risque fiscal pour l'association, puisqu'on peut considérer, est-ce que l'association apporte pas un avantage à la société et donc une sorte de gestion intéressée de la part des dirigeants de l'association qui sont un peu les mêmes que ceux de la société.
Donc ça, on s'est quand même fait pas mal conseiller aussi juridiquement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, le type de convention qu'on devait faire. On est quand même encadré par un commissaire aux comptes au niveau de l'association, donc on peut quand même aussi demander quelques conseils. Mais voilà, c'était un petit peu les difficultés, puisqu'on a une ascension assez rapide de structuration des équipes, structuration de l'activité, séparation des deux activités, faire attention bah, sur quelle structure on engage quels frais, quels moyens sont vraiment utilisés par les différentes structures. Donc avec des avantages de mutualisation un petit peu des personnes et des biens, mais aussi toute la complexité qui peut aller avec. Merci beaucoup, Julie, pour ce retour d'expérience. Baptiste, je vois qu'il y avait une question pour Julie. Moi, j'en avais une aussi de mon côté. Il y a deux questions. Enfin, il y a une question pour Julie, c'est sur y a-t-il un lien, enfin, est-ce qu'il y a un lien d'actionnariat entre les deux structures ou ces deux structures qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre? Elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Le lien qu'il peut y avoir, c'est les dirigeants, mais il n'y a pas eu de lien, en tout cas, juridique entre les structures. C'est des conventions qui sont passées a posteriori, mais en tout cas, on n'est pas sur une filiale, société mère, association mère, D'accord. juridiquement dépendante. Ce qui me fait penser à un autre risque, c'est que la gouvernance des associations peut être changeante. Mm. Donc aujourd'hui, les structures travaillent bien ensemble parce qu'il justement, il y a un lien au niveau de la gouvernance. Si demain, on a une nouvelle gouvernance au niveau de l'association, en fait, il peut y avoir une séparation complète des deux activités, des deux structures. Ouais. Donc, ce qui peut aussi déstabiliser complètement l'activité de l'une et de l'autre structure. Et du coup, il y avait une question de Cynthia qui n'était pas forcément liée au témoignage de Julie, mais plutôt sur le cas où il y a une association qui crée une société commerciale. Au niveau de la gouvernance de cette société, est-ce bien la personne morale de l'association qui rentre dans la gouvernance? Le président de l'association ou la présidente peut-il cumuler le poste de représentant légal de la société? Donc ça, c'est peut-être plutôt une question pour Fanny ou Jean-Philippe. Oui, il peut y avoir une personne morale. Personne morale peut être effectivement présidente dans une structure. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Il faut après voir un petit peu l'environnement, mais oui. Alors après, va falloir aussi bien choisir la forme de la société créée. Ça sera peut-être plus évident d'avoir cette personnalité morale comme dirigeante au sein d'une SAS que au sein si c'est qu'il y a aussi les sociétés de personnes, etc. Donc, ce sera plus évident si on est dans une société dite de capital, telle SAS ou SA, que si on est dans une société de personnes. Mais on peut effectivement avoir, comme ça, après, il faut regarder exactement les conditions de constitution, les apports qui sont faits, et les conditions d'entrée, mais sur le principe, oui, cette personne morale peut se retrouver dirigeante de la structure ainsi créée. Sachant que pour le cumul des mandats de président d'ASSO, président de la SAS, il faut toujours faire attention à bien séparer, fiscalement parlant en tout cas, et ça peut vite entraîner la confusion des genres. Comme en parlait très bien Julie tout à l'heure, il faut vraiment que les deux activités, même si elles marchent ensemble, elles aient leurs propres moyens de fonctionnement pour qu'il n'y ait pas une confusion fiscale dans les deux structures. Et un mandat à un président commun, ça peut être un premier indice de confusion. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, de notre côté, on a conclu la prise de parole. Il nous reste une dizaine de minutes qu'on avait identifiées pour plutôt échanger avec les participants et répondre aux dernières questions, aux témoignages de Julie et aux autres sujets qu'on a traités lors de ce webinaire. Je vois effectivement qu'il y a une main levée. Je vous propose peut-être de prendre la parole si vous souhaitez poser votre question ou la écrire dans le chat si vous souhaitez.
Euh, vous avez le micro coupé. Euh, Peut-être dans l'attente que cette participante pose cette question, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser directement à nos intervenants, d'autres précisions dont vous avez besoin? Non, vous étiez très clair. Moi, j'aimerais peut-être, j'avais une question pour Julie. Voilà, il y a une question dans le chat. Je te laisse, Baptiste. Ouais, dans le cas où l'association filialise son activité lucrative, vous avez abordé comme point de vigilance les avantages que l'association octroie à la structure commerciale et inversement. Pourriez-vous préciser? Pardon. C'est des débouchés entre les deux structures, en fait. C'est ce que j'accrois mon chiffre d'affaires de ma filiale en faisant de la publicité par le biais de mon association et par mon activité non lucrative. En fait, c'est une communauté d'intérêt qui permet finalement d'accroître mon gain, entre guillemets, lucratif, qui du coup remettrait en cause le fonctionnement de l'association, puisque mon association n'est juste qu'un véhicule qui permet de développer mon activité commerciale. Et pour compléter, parce que on est toujours à parler des points de vigilance, mais pourquoi faire de l'hybridation? L'important, c'est quand même de rappeler, et je pense que ce qu'on voulait tous dire indirectement, c'est que c'est pas si simple que ça. Mais nous, on a vu des filialisations d'activités sur des associations qui avaient des bonnes idées et qui se retrouvaient dans le champ commercial et qui étaient un peu tiraillées en disant mais on perd notre âme parce qu'on se met à vendre des produits, on se met à les fabriquer, on veut bien les fabriquer et du coup on rentre dans une activité. Et la solution a été de dire, on fait une filiale et du coup, on va développer et du coup, on va vendre et on va garder l'association d'un côté, mais de l'autre côté, on va faire une filiale qui va tourner, qui va vendre et qui va faire des produits. Et aujourd'hui, cette association, elle touche énormément de dividendes tous les ans grâce à une société qui était au départ issue d'une activité dans l'association. Et donc, elle a réussi à faire l'objectif de l'hybridation du modèle, c'est-à-dire que elle a dit, ça, c'est dans le champ lucratif, on arrête de se faire peur et avec des risques fiscaux, on développe, on met les moyens et on crée une activité en tant que telle. Et ça lui permet de financer son activité par du dividende. Il n'y a pas de risque dans ce cas-là. Par contre, il y a une opportunité énorme de trouver une nouvelle source de financement qui n'était pas prévue au départ parce que ça n'a pas été fait pour ça. Donc, au-delà des points de vigilance, il faut avoir en tête que c'est des points d'opportunité, mais que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Souvent, on a la sensation que c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est assez complexe. Et je pense que le témoignage de Julie était assez clair là-dessus. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et il y a une autre question sur la publicité du coup. L'association ne devrait donc pas mentionner du tout la filiale sur son site internet, puisqu'en visibilisant la création de sa filiale, elle pourrait être accusée d'accroître l'activité de sa filiale en communiquant dessus. Est-ce que vous confirmez? C'est une bonne remarque. Il y a eu justement une doctrine fiscale sur ce sujet, mais plus largement sur la confusion entre une association de musique et un magasin de musique sur lequel bon, il fallait traverser le magasin pour rejoindre l'association. Donc,
Déjà, ça accroissait les ventes de l'association, du magasin, pardon. Et sur le site internet, effectivement, il y avait de la pub. Venez prendre vos cours, mais surtout achetez votre instrument en passant chez nous pour prendre vos cours. Et donc, il a été jugé qu'il y avait une confusion trop grande entre les deux activités et que l'association était lucrative. Après, là, vraiment, le montage était assez flagrant puisque tout était confus dans les deux activités. Une publicité sur le site internet, c'est la première étape vers cette confusion, mais il n'y a pas de oui ou de non là-dessus. Tout dépend de comment on le fait et ce qu'on le fait avec parcimonie. Voilà, la rédaction de tous les échanges entre les structures doit être particulièrement soignée, et c'est important dans les préliminaires de rappeler à chaque fois quelle est la finalité de l'association, quelle est la vocation de l'association, et donc cette rédaction et la facturation qui va avec, ça c'est vraiment c'est un travail de précision, parce que c'est ça qui va structurer les relations d'affaires, et c'est là-dessus que l'administration va essayer de s'appuyer pour éventuellement en défaut. Donc là, il y a vraiment, quels que soient les moments, hein, lors de l'apport, lors des différentes prestations ou des différentes livraisons de biens qui interviennent, lors du versement des dividendes, lors des assemblées générales, c'est vraiment essentiel d'être dans les PV, dans les contrats, dans les factures, d'être très, très précis, et sauvegarder la finalité et l'âme de l'association à la base. Ouais, c'est vraiment. Vous avez, sinon, vous sentez bien cette notion de limite et cette notion d'abus, hein, qui peut se traduire sur le terrain de l'abus de droit, ce qu'on appelle de l'abus de droit, qui est aujourd'hui quand même un élément fort je dirais, de requalification par les services fiscaux. Donc, vous avez raison, Fanny, de montage. Eh bien, il faut être extrêmement sur ce montage, montrer que ce n'est pas une finalité fiscale, mais qu'il s'agit bien de renforcer l'association dans ses objectifs. Hein. Et ça, donc, dans les préambules de toute convention et dans les échanges, faire ressortir ce point-là. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, comme disait Baptiste, le webinaire sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de la CRES, et on va partager la présentation que nos intervenants ont fait. Moi, j'avais peut-être juste une dernière question pour Julie, par rapport aussi à ce que on avait dit avant ton arrivée. Aujourd'hui, effectivement, dans le pratico-pratique avec ces deux structures-là, comment ça se passe en fait? Comment vous êtes organisé, dans le sens que au niveau de salariés, est-ce que vous avez fait le choix d'avoir deux équipes complètement séparées, ou par exemple il y a des salariés de l'association qui peuvent être aussi mobilisés sur les activités de la structure commerciale? C'est vraiment un point qui m'intéresse sur ces montages-là. En fait, il y a les deux. On a des salariés qui travaillent uniquement sur la partie logistique, donc ils vont être vraiment sur l'activité de la société. Des salariés qui s'occupent vraiment sur les distributions alimentaires aux étudiants, sur la mobilisation bénévole, donc ils vont être vraiment exclusivement sur la partie associative. Et on va dire, des fonctions de support qui vont être mutualisées. Je prends par exemple mon poste, tout ce qui est administratif, comptable. Moi, je m'occupe des deux structures. D'où ma convention, par exemple, de mise à disposition entre la société et l'association. Où, en gros, je calcule mon temps de travail sur chacune des structures, et la société refacture au coup près. Hein, il n'y a pas de marge fait dessus parce qu'on n'a pas le droit de le faire.
mais vraiment à l'euro près. Voilà, voilà ce que je coûte à la société. Je travaille 20%, 30%, 60% du temps sur l'autre structure, mais on refacture ce temps-là. Donc ça, ce que je disais, c'est encadré, il y a une convention de mise à disposition, et ça fait partie des conventions réglementées, on en a parlé tout à l'heure, qui sont présentées en assemblée générale et qui sont validées par notre commissaire aux comptes au niveau de l'association. Tout ce qui va être les ressources humaines. Voilà, ces choses, c'est des postes plutôt fonction support qui vont être plutôt mutualisés pour des questions aussi de budget. Hein, ça fait que de ne pas avoir deux RH, deux DAF, etc. Mais ça demande aussi voilà, une rigueur, une gestion du temps, un suivi un peu du temps pour être au plus juste dans notamment la refacturation des structures. Merci beaucoup, Julie. On a Et peut-être le... Oui, je t'ai coupé la parole peut-être. non, c'est bon. On a peut-être le temps pour une dernière question pour toi qui vient d'arriver sur le chat. Du coup, l'association a-t-elle le même nom que la société? Du coup, avez-vous deux sites internet différents? Alors, c'est une question qu'on a actuellement, on se pose sur le changement de nom, puisqu'on a une structure qui s'appelle Linky France. Donc, on va certainement changer le nom d'une des structures. Justement, pour pas qu'il y ait de confusion entre ces deux structures. Comme je disais, c'était au départ une toute petite asso sans salariés, sans budget, etc. Là, on devient très important. Donc, voilà, c'est important aussi qu'elles aient chacune une identité différente. Et pareil sur le site. Pour le moment, on a un site, mais ça peut être un risque. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Parce que ça a vraiment pris de l'essor 2021-2022. Donc, on est vraiment sur une structuration de nos activités. Donc, c'est des questions actuelles qu'on se pose, justement. Merci beaucoup, Julie. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à terme des 2 heures qu'on avait prévues pour ces sujets. Comme je disais, le PowerPoint et le replay vont être disponibles ainsi que les contacts de nos intervenants et intervenantes. Nos intervenants l'ont répété plusieurs fois, de vous faire effectivement accompagner, de ne pas rester seul dans tous ces démarches-là et dans vos réflexions. Vous avez effectivement tout un bouquet d'acteurs en Île-de-France qui peuvent vous accompagner. C'est le cas effectivement des avocats, des experts comptables, de acteurs comme Paris Initiative Entreprise via le dispositif local d'accompagnement, et aussi bien entendu la CRES reste tout à fait disponible pour vous mettre en contact, répondre à vos questions, vous orienter vers les autres acteurs de l'accompagnement. Du coup, je remercie nos intervenants et intervenantes de le temps de calage, de préparer les présentations d'intervention ces matins. Merci beaucoup à Baptiste pour la co-animation. Merci à tous et à toutes du coup pour votre participation. On va vous renvoyer toutes les informations par mail, et on reste du coup à disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Je souhaite du coup à tous et à toutes une très très belle journée et une bonne continuation. Merci.